Bonjour, c'est Benoît, je vais te parler de vêtements qui me passionnent et aujourd'hui je vais te donner mon avis sur le Made in France. Alors tu imagines sûrement le Made in France avec un petit artisan dans un atelier qui fait tout lui-même, tandis que les ateliers asiatiques sont sombres et mal famés. Et c'est une image d'Épinal qui est plutôt répandue, mais tu vas voir, tout n'est pas aussi simple, tout n'est pas noir ou blanc. Alors je tiens à te dire, c'est un épisode qui n'est pas du tout évident à faire pour moi, car je ne veux surtout pas tomber dans les généralités et les poncifs autour du Made in France. Petit avertissement également, car dans cet épisode, je ne vais pas parler de maroquinerie, de souliers à la française, parce que là il y a un gros savoir-faire, c'est complètement différent. Et je ne vais pas parler non plus de grandes mesures à la française, les costumes que tu peux voir fabriqués chez Stifonelli ou Camps des Lucas, dont j'ai d'ailleurs visité les deux ateliers à Paris. Donc là on va parler de textile français, de prêt-à-porter et de mode masculine uniquement. Le premier cliché, c'est de se dire que tout ce qui est fabriqué en France, en Angleterre ou en Italie, c'est forcément de la qualité et que tout ce qui est fait par exemple en Asie, c'est pas terrible. C'est vraiment pas aussi simple que ça et le Made in France n'est pas synonyme d'une qualité systématique. En France, on est capable du meilleur comme du pire malheureusement. Étant donné que j'habite dans le Sentier, qui est le quartier historique du textile à Paris, j'ai pu avoir un aperçu du Made in France, plus particulièrement du Made in Paris, et je peux t'assurer que c'était vraiment pas très glorieux. Et le problème, c'est que le secteur du textile en France s'est petit à petit désindustrialisé. Et donc les ateliers français n'ont pas beaucoup bénéficié de nouveaux investissements, contrairement aux ateliers chinois qui, eux, bénéficient souvent de machines toutes neuves et toutes modernes. Un autre cliché veut que quand tu es une marque française, faire du Made in France c'est facile. Oula, non, pas du tout. Parce que quand j'ai demandé à mes confrères créateurs si c'était facile de faire du Made in France, la première chose qu'ils m'ont répondu c'est « Ah, c'est franchement difficile ». Pourquoi? Parce que certains ateliers français ne jouent pas forcément le jeu avec les petites marques. Mais ça, je vais t'en reparler. À ce sujet, Geoffrey a écrit un super article sur le Made in France que je te mets en description de cette vidéo. Et tu verras, ça va te donner à mon avis une autre perspective sur le Made in France. Autre cliché, on dit que les ouvriers chinois ne peuvent pas acheter ce qu'ils fabriquent. En France, c'est exactement pareil. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'ouvriers qui puissent se permettre de sortir facilement 4 000 ou 5 000 euros pour s'acheter le sac à main qu'ils ont fabriqué pour une maison de luxe. En revanche, on dit que le Made in France est plutôt orienté haut de gamme. Et là, c'est vrai. Tout simplement parce qu'aucune marque ne serait prête à payer des coûts de travail aussi élevés pour faire du bas de gamme ou du moyen de gamme. Ça n'aura absolument aucun sens. Donc non, tu n'auras aucune chance de trouver un jean fabriqué en France à 50 euros. Ce n'est pas possible. Maintenant, on va voir quels sont les problèmes que pose le Made in France. Le premier qui me vient en tête, c'est que quand tu as une marque, finalement, tu as assez peu de variété, de créativité dans les tissus français, donc fabriqués en France. Par exemple, moi j'ai fait plusieurs salons professionnels et j'ai vu plusieurs entreprises qui font de la maille, des jerseys de t-shirts. Tu as des produits qui sont très bien, très corrects, mais pas si différents que ça finalement face à ce que font les Portugais, les Italiens ou les Espagnols. Et c'est bien dommage. Et ce problème, à mon sens, touche particulièrement les marques qui se proclament vraiment Made in France à 100%. Parce que j'ai vu des jeans fabriqués en France, j'ai vu des chaussures fabriquées en France, des sneakers, mais moi ça m'a pas vraiment fait rêver, c'était des choses assez banales, assez communes, sans aspérité, sans différenciation. C'est pas comme les Japonais qui arrivent à avoir une offre créative sans que ça parte dans tous les sens, avec vraiment de la texture, du grain et un flair inimitable. Là, moi ce que j'ai vu en France, c'est que finalement, c'est que la valeur ajoutée, elle est plus dans le lieu de fabrication que dans le produit en lui-même. Et là aussi, je trouve ça vraiment dommage. Un autre problème, ce sont les minimums de commandes. Quand tu es une marque française, et imaginons que tu veux lancer une ligne de jeans, un atelier français va te dire « Oula, attendez, moi sans jeans, ça m'embête, j'ai pas envie de les faire. Moi, je prends que des commandes à partir de 500 ou 600 jeans. » Ce qui est énorme quand tu commences et que tu te développes à peine. Alors bizarrement, c'est un problème qui n'existe pas du tout pour le Made in USA. Les toutes petites marques de jeans très niches aux États-Unis, elles aiment bien justement fabriquer aux États-Unis parce que ce sont des petites usines qui sont très arrangeantes pour des petites commandes de 100 ou 200 pièces. Et là, la grande question que je me pose, c'est pourquoi ce qui est possible aux États-Unis ne serait pas possible en France? Un autre problème avec le Made in France, c'est cette mentalité de façonnier. Donc je vais donner un exemple. Nous, par exemple, nos chemises sont faites au Portugal. Et là, du coup, c'est l'atelier portugais qui nous fait des propositions sur les boutons, sur les fils ou sur les triplures de col ou de manches. Par contre, quand tu fais fabriquer en France, tu dois arriver avec tes triplures de col, tes boutons, tes blisters pour emballer la chemise, etc. Ce qui fait que la production, pour une jeune marque, n'en devient que plus difficile à gérer. Donc forcément, quand tu es une jeune marque et que tu veux faire du Made in France, mais que avec un atelier français, tu dois tout trouver, les boutons, tu achètes le tissu pour, etc. Comparé à un atelier portugais qui te fait la même chose en moins cher, où tout est plus simple, où ce sont eux qui s'occupent d'acheter la matière, les boutons et toutes les fournitures, forcément ton choix il est vite fait.
Alors là, ce que je vais dire, ça va faire débat, mais l'un des problèmes du Made in France, ça peut être la mentalité française. Là, j'ai recueilli des témoignages où on me dit que quand on veut essayer de nouvelles choses dans un atelier en France, essayer de nouvelles formes de colle, essayer un nouveau type une nouvelle finition, etc., et ben, les ateliers français sont plutôt frileux à la nouveauté. Et ça pose beaucoup de problèmes quand tu es une marque de mode qui est censée être un minimum créative. Et je ne parle pas des délais ou même des prix qui ne sont pas justifiés par un savoir-faire unique. Là aussi, je t'invite à relire l'article de Geoffrey en description de cette vidéo. Tu verras, certains témoignages sont absolument édifiants. Donc forcément, ça va poser un problème avec la concurrence italienne. Alors c'est vrai, certaines émissions comme Cache Investigation ont montré que certains ateliers italiens ne respectent pas forcément toutes les règles en matière de santé, de sécurité ou même de conditions de travail décentes. Mais ils ont une créativité, une flexibilité qui, à mon sens, manque un petit peu aux ateliers français. Alors certes, il y a Jules Tournier qui est un drapier 100% français avec qui on travaille pour nos manteaux et qui fournit d'ailleurs aussi les plus grandes maisons de luxe françaises. Il y a la manufacture Métis pour les tissus un peu vintage, workwear pour des pantalons et des vestes. Il y a aussi Emmanuel Lang pour les chemises. Mais à part eux, c'est compliqué de trouver des matières avec de l'aspérité. Et si ce sujet t'intéresse, je t'invite à te pencher du côté des entreprises labellisées EPV pour Entreprises du patrimoine vivant. Autre problème, certains créateurs français m'ont raconté que pour certains ateliers français, la priorité finalement elle est plus de livrer les grandes marques de luxe avec qui ces ateliers travaillent. Et du coup, les petites marques passent en dernier avec tout ce que ça induit comme problème de livraison ou simplement de conformité de production. Citons aussi tout ce qui touche à la formation. Et oui, le gros souci c'est que les ateliers français ont de plus en plus de mal à trouver des jeunes qui ont envie de faire carrière dans le textile, dans l'industrie textile en France. Ouais, c'est une filière qui n'est plus autant attractive qu'avant, c'est ça le souci. Il y a aussi les grandes maisons de luxe qui rachètent tous les petits ateliers pour s'intégrer verticalement. Mais le problème, c'est qu'à part ces grandes maisons-là, plus personne n'a accès à ces savoir-faire. Alors là, j'ouvre une toute petite parenthèse à propos de l'intégration verticale. C'est le cas quand une marque achète son fabricant, son sous-traitant, son fournisseur. Comme ça, elle maîtrise toute la chaîne de valeur. Et on va finir par le grand classique quand on parle du Made in France, le coût du travail. Les vacances payées accordées par notre gouvernement ont rendu cette année aux plages de France toute leur animation d'autrefois. Mais là, pour le coup, pour moi, c'est pas un problème. Parce que quand les ouvriers bénéficient de 5 semaines de congés payés, des 35 heures, de conditions de travail décentes, de conditions de sécurité, de normes, etc. Mais pour le coup, là, on peut vraiment en être fier parce que c'est vraiment pas le cas partout. Donc là, on a vu les clichés, les galères du Made in France et tu vas te demander, mais pourquoi s'embêter finalement à faire du Made in France? Déjà, le fait de parler la même langue, ça aide énormément. Surtout quand tu as des dossiers techniques à faire avec des descriptions ultra pointues, ça change vraiment tout. Et encore, là je te parle pas de toutes les questions administratives. Parce que va négocier des conditions de paiement en estonien ou en chinois, c'est pas facile. But I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure que c'est un coup de fantomas. Forcément, il y a aussi la proximité géographique parce qu'en France, un petit coup de train, un peu de bagnole et hop, très facilement, tu es dans tes ateliers, tu peux facilement contrôler la production. Il en découle d'une traçabilité vraiment améliorée car c'est bien plus facile de voir où et comment tes vêtements sont concrètement fabriqués. Et il y a une question écologique qui est intéressante parce que quand tu es français, que tu habites en France et que tu achètes du fabriqué en France, forcément ton vêtement il n'a pas voyagé par la Chine ou je ne sais où. Et finalement ce circuit court c'est un peu ce qui se passe en ce moment avec l'alimentation où on est de plus en plus à vouloir acheter local et savoir concrètement d'où vient ce qu'on achète. Et petit à petit, je sens que la même chose arrive pour la consommation du vêtement en France. Mais malheureusement, je pense que ça prendra encore plusieurs années avant que ça s'installe durablement. Voilà, et pour finir, j'ai envie de te parler de 6 marques françaises méconnues que j'aime beaucoup. Parce que dans le Made in France, il y a autre chose que du Saint-James ou du Arbor Luxe. On va commencer par une marque qui a une très belle image de marque à l'international, notamment au Japon et en Angleterre. Il s'agit de De Bonne Facture. C'est une marque que j'aime beaucoup parce que c'est un vestiaire décontracté qui est vraiment de très bon goût, qui est très bien dosé et qui est à la fois extrêmement facile à mettre. Alors ce que j'aime, c'est que comme nous, elle utilise beaucoup de matières japonaises, ce qui donne à son vestiaire une vibe vraiment unique. Déborah, la fondatrice, parle plutôt du made by plutôt que du made in. Et c'est donc l'une des très rares marques qui détaille ouvertement les ateliers avec qui elle travaille et qui fabrique ses vêtements. Et ça, c'est super cool comme transparence. On passe ensuite à Arpenteur, qui est une marque là aussi qui fabrique tout en France et dont le vestiaire a un côté workwear un peu plus marqué que De Bonne Facture. Alors pour l'anecdote, j'aime beaucoup leur communication visuelle puisqu'ils travaillent avec Regric. En fait, c'est un illustrateur qui est spécialisé dans la ligne claire, qui est donc cette manière de dessiner si chère à Hergé. Vient ensuite Atelier de la Venise normande. Alors eux, ils proposent un vestiaire de basique intemporel très simple à mettre. Donc il y a des ceintures, des chemises et des jeans. Et là aussi, comme De Bonne Facture, j'apprécie qu'ils disent où est-ce qu'ils fabriquent leurs vêtements, avec quels ateliers ils travaillent. Le petit plus, c'est qu'ils travaillent avec Candiani qui leur fournit des toiles de jeans Selvage. C'est un fournisseur italien que nous avons également visité et qui est très écologique.
Une autre marque que j'aime bien, c'est Dao, donc c'est une marque de jeans fabriquée à Nancy. Là aussi, ils font du selvedge, eux avec des toiles japonaises, et surtout, ils ont ce jean 100% lin qui m'intrigue beaucoup. Et les prix sont relativement accessibles vu que c'est à peu près 150 € le jean. Une autre marque que j'ai découvert tout récemment, ça s'appelle Rubéjean. Ils viennent de se lancer et la particularité, c'est qu'ils vont investir plutôt streetwear, ce qui est assez rare pour des marques made in France. Et je vais terminer par Cabane, qui est une marque de mailles fabriquée à Rouen. Alors eux, ils ont plein de mailles super sympas avec beaucoup de travail sur la texture, les couleurs. Vraiment, c'est un vrai coup de cœur. Et pour conclure, le Made in France, c'est un vrai intérêt et je t'invite à ne surtout pas tomber dans ce que j'appelle la schizophrénie du consommateur. En général, c'est le mec qui veut du Made in France mais à un prix raisonnable et en plus de ça, il veut l'acheter au dernier moment à moins 40%. Parce que sinon, je cite, il a l'impression de payer la marque. Et en plus de ça, il veut les frais de port gratuits et la livraison express. Tu peux pas tout avoir, c'est pas possible. Crois-moi, ton arme la plus puissante pour soutenir le Made in France, c'est ton porte-monnaie. Et attends, j'insiste, c'est ton porte-monnaie hors période de solde, bien sûr. Voilà, j'espère que mes conseils vont t'aider à acheter du Made in France. En attendant, si ça t'a plu, inscris-toi à notre newsletter, abonne-toi à la chaîne YouTube, mets un gros pouce bleu et je te dis à très bientôt. Salut!